On a commencé à débattre de l'actualité autour de ChatGPT. On va continuer avec mes commentateurs, Marie-Christine Levet, fondatrice d'EduCapital, Alain Staron, président d'Artfil, et Yann Lechel de Sens Digital, entrepreneur de la tech. Et restez avec nous, Laurent Daudet, directeur général et cofondateur de LightOn, notre champion dans ces IA génératives. Merci de nous avoir expliqué ce que vous faisiez et à quel point ça s'accélérait aussi en France. On va commencer avec cette actualité, un nouveau grand projet autour du cloud en France. C'est Octave Klaba qui s'unit avec la Caisse des dépôts pour créer ce champion européen. Alors, est-ce que c'est l'énième futur champion du cloud ? On disait ça qu'on annonce, mais qu'on ne voit toujours pas arriver. On disait ça en aparté avant de commencer, c'est il faut sauver le soldat Quant. Ouais. Il y a un peu de ça. Donc, voilà, parce que alors, effectivement, on va préciser que dans ce projet, il s'agit de mettre les ressources de Shadow, donc Shadow racheté par Octave Klaba, qui permet de faire de déporter la puissance informatique dans le cloud, mais aussi d'y ajouter Quant, qui est en chute libre, on peut le dire. Alors pour l'instant, l'acquisition n'est pas finalisée. Hein. Oui, d'ailleurs tout ça est sujet à la finalisation de l'acquisition. Ouais. Donc on prend des bouts de ce qui existe ailleurs, on essaye de les mettre ensemble, on essaie de faire mieux que ce qui existe ailleurs. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais tout va vite. Tout va vite. Moi, j'y crois. En tout cas, j'étais personnellement intéressé par le dossier Quant au moment où Éric Léandrier est sorti de l'aventure. Donc, il a créé une marque. On peut lui reconnaître cette avancée-là. Respectueuse de la protection de la vie privée, des données personnelles. Eric a fait ce travail, en tout cas, extrêmement volontaire et musclé pour faire exister une marque autour de cette alternative potentielle. Ensuite, évidemment, le modèle économique n'est pas simple, puisqu'il s'empêche de monétiser de la même manière que le fait Google. Donc, évidemment, il y a besoin de montants conséquents. Les montants qui ont été investis sont finalement assez faibles, si l'on compare évidemment au montant investi par Google. Donc, globalement, on est dans une aventure qui continue, une entreprise qui, évidemment, peine à lever des fonds. Mais moi, je salue, en tout cas, la vision d'Octave, qui, en dehors d'OVH, désire consolider le marché pour créer une offre entière, full stack, c'est-à-dire la totalité de la pile de la suite logicielle pour les individus en B2C pour fournir une offre. Donc moi je trouve qu'il est cohérent et qu'il est, constructif dans son approche. Alors dans la suite logicielle, il n'y a quand même pas grand-chose. Enfin là, il y aurait un moteur de recherche, il y aurait la puissance de calcul dans le cloud. C'est pas l'ensemble des services des GAFAM. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment de rupture technologique, comme ce qui se passe en ce moment avec l'IA générative, la recherche sur le net est en train d'être totalement bouleversée. Donc je trouve que c'est intéressant ce genre de mouvement de rapprochement. Est-ce que ça, ce serait un débouché possible pour LightOn de proposer ces IA génératives sur un moteur de recherche ? Alors c'est clair que nous, on travaille sur des technologies de moteurs de recherche internes aux entreprises. Donc pourquoi pas après continuer avec... Marie-Christine, juste... Oui, moi je pense qu'on peut te saluer l'ambition de créer des champions européens de suite logicielle, parce que c'est vrai qu'en termes de souveraineté numérique, pour la France et l'Europe, il nous faut des champions. Après moi, je suis un petit peu d'accord. Il faut un peu sauver ce soldat Quant. C'est quand même un bric-à-broc de différentes choses qui ont un peu échoué. Et je me demande si le combat n'est pas un peu trop tard sur la recherche. Alors je vous écoute avec intérêt, mais ça fait quand même 25 ans que Google existe. Il a développé un moteur qui est utilisé partout avec satisfaction et avec des centaines et des centaines de millions d'investissements. Je me demande quand même si c'est pas un peu tard. Après, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Octave Klaba est un bon entrepreneur. Donc voilà, est-ce que la force d'un entrepreneur pourra arriver à sauver ce soldat et apporter cette vision. Et des fois, je me demande est-ce que c'est la bonne vision qu'il faut porter ? Est-ce que des fois, on n'est pas un peu trop tard sur ce sujet et on devrait aller sur d'autres sujets, par exemple l'IA, etc., sur lesquels on pourrait déjà prendre plus d'avance ? Le meilleur moyen de rattraper ce retard, c'est au moment du changement de paradigme. Il y a un modèle qui s'essouffle, d'autres modèles arrivent. Passer du search au prompt, c'est un changement de paradigme. Absolument. Et moi, je ne mettrais pas beaucoup de copecs, sans jeu de mots, sur Google. Alors, Et en revanche, donc, pour Octave se dire, je vais plutôt vers un LightOn et je fais mon intégration verticale directement sur les choses qui sont en train d'arriver et quelque part, tant pis pour le moteur de recherche,
Voilà, ça c'est peut-être une démarche qui permet je saute 3 marches et je me positionne tout de suite dans le futur. Moi, il y a aussi autre chose qui m'interroge, c'est que donc, cette nouvelle entité s'appelle Symphonium. Derrière, donc, je disais, on retrouve la Caisse des dépôts. Mais la Caisse des dépôts, on les retrouve aussi derrière Numspot, qui est le nouveau futur aussi géant du cloud français. Oui. Ça fait beaucoup de promesses, quoi. Ce sont des promesses, mais c'est surtout un soutien massif qui est nécessaire. Est-ce qu'on ne se disperse pas trop ? Non, je pense que l'écosystème doit fournir des solutions à peu près sur toutes les verticales, notamment les verticales qui sont anciennes. Moi, je suis en désaccord en réalité là-dessus parce que d'un point de vue de la souveraineté, on doit assurer nos arrières. Et aujourd'hui, Quant a une interface qui fonctionne. Moi, j'utilise personnellement DuckDuckGo, et donc je n'utilise pas Google au quotidien. Pas du tout. Et ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Quand même des informations. Bien sûr. Oui, j'en suis certaine. Il y a un gros chemin à faire. Il y a 0,5% des Français qui utilisent Quant. Mais ça ne veut pas dire que la question de la le puissance retard économique, voilà. c'est ça aujourd'hui le sujet. C'est pas tellement la solution technologique, c'est quel est le modèle qui fait qu'on va créer cette nouvelle puissance économique en Europe. Et là, on a le problème de l'Europe dès qu'on parle dans B2C ou dès qu'on parle de langage. C'est-à-dire que si on fait un système français, on parle sur 60 millions de Français contre 400 millions d'Américains. Mais c'est là aussi où ces technologies de modèles de langage qui sont multilingues peuvent permettre justement d'aller au-delà. Nous, par exemple, vous me donnez un texte en anglais, je lui dis faites-moi un résumé en français, et il fait le résumé en français. Donc il peut vraiment transférer l'information d'une langue à l'autre au-delà de la traduction. Mais il faut revenir sur le fait que ce soit Octave qui lui-même a réussi avec OVH. Oui. Et donc, il est en train de déporter son temps personnel, son intérêt, sur une consolidation. Et il faut la déraison d'un entrepreneur qui a réussi pour consolider correctement. Très bien, oui, on le salue. Alors, autre projet qui est intéressant, ça ne vient pas d'Octave Klaba directement, mais enfin, c'est quand même du côté d'OVH Cloud que ça se passe, et de l'AP-HP, donc l'hôpital public, qui annonce avoir signé un partenariat pour co-développer une plateforme technologique d'entrepôt de données de santé. Moi, je croyais qu'on en avait une avec le Health Data Hub. Qui est chez Microsoft, rappelons-le. Absolument. Donc il me semble que le Health Data dont on attend toujours un nouvel appel d'offres pour donner sa chance à des acteurs européens. Mais les deux instruments sont différents. D'ailleurs, les hôpitaux, les AP-HP sont un système à part entière, alors que le Health Data Hub travaille sur des abstractions qui sont générales de santé. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes infrastructures, d'une part, et d'autre part, ici, on peut saluer le fait que l'AP-HP ait fait ce partenariat vers un acteur régional, souverain, donc il n'y a pas de polémique sur le sujet, au contraire, et on peut souhaiter que ces solutions soient ouvertes, basées sur l'open source, c'est ce qui a été annoncé. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'est plutôt une très bonne chose, et il faut... Enfin, c'est quand même le développement de briques technologiques, justement, open source, donc ça veut dire qu'ils vont nous montrer comment est-ce qu'on peut faire un entrepôt de données de santé. Ils nous montrent comment on peut refaire, finalement, un Health Data Hub. Ou on le laisse déporter par grande entité hospitalière ou clinique, plutôt d'une version centralisée qui était le Health Data Hub. On était très colbertistes. On se dit, mais l'avenir est peut-être, j'allais dire, Web 3. Laissons chacune des entités développer son système. Faisons ça en open source et faisons en sorte que le système collabore. Parce qu'à la fin, il faut être capable de partager des données de cancer ou que sais-je, de quelle maladie. Ça permet de davantage personnaliser aussi ces plateformes en fonction de ses propres besoins. Plus près de la source des données. Et effectivement, parce que qui sait mieux de quoi il a besoin en termes de données que le médecin qui est au chevet des malades. Et l'abstraction, finalement, on s'en passe. C'est avec des bonnes API, l'abstraction, elle est faite. Enfin, c'est un beau pied de nez, Marie-Christine Levet. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Et il faut encourager, je pense, les initiatives d'entités publiques à travailler avec des champions européens et des champions français. On voit, moi, dans un domaine que je connais bien, qui est l'éducation, on voit tellement l'emprise de Google et d'Amazon Web Services dans les salons de l'éducation, etc., où tous les profs viennent, tous les élèves viennent. Il y a vraiment que des énormes bannières Amazon. Il faut vraiment encourager ce partenariat public-privé. Ça sera la seule manière pour créer des champions français et qui deviendront des champions européens. Et Michel Paulin appelle à ce qu'il y ait plus de commandes publiques, évidemment, vers les clouds régionaux. Absolument. On ne peut que saluer cela. Ouais. Allez, autre actu, c'est 8,2 millions d'abonnés à la 5G à la fin 2022. Donc j'ai titré oui mais parce que donc on a une croissance quand même assez significative d'adoption de la 5G, mais enfin sur le marché des télécoms, les choses se compliquent pour les opérateurs du côté des revenus. Peut-être déjà une réaction sur l'adoption de la 5G en France. C'est pas non plus un emballement incroyable.
Ça ressemble à la 3G il y a 20 ans, finalement. Les usages sont les mêmes et la demande en quantité d'informations n'a pas été fondamentalement bousculée. Et puis tout ce qui était de l'ordre de la promesse autour des IoT, de la voiture connectée, n'est pas encore arrivé. Très différent. On attend la vraie 5G toujours. Sauf que effectivement, mais 3G, 4G, 5G, effectivement 4G a fait un petit saut, 5G un tout petit saut, c'est pas différent. Pourquoi ça se déploie maintenant ? Parce que les terminaux sont là, à peu près au prix des terminaux précédents. Donc il n'y a rien à faire. Il faut juste dire j'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone, mais ils sont 5G, donc je prends du 5G. Les opérateurs font des cartes SIM 5G au même prix. Donc du coup, il y a zéro envolée économique. Les sites se déploient un peu partout en France. Et voilà. En fait, la 5G, on l'a toujours dit, elle n'est pas faite pour le grand public. Elle est faite pour les professionnels. Elle est faite pour l'IoT industriel, pour l'agriculture, pour tout ce qui est milieu diffus. Nous, on l'utilise dans ma start-up. Voilà, c'est ça qui est utile. Alors, avant de vous faire réagir, Marie-Christine, je veux justement qu'on diffuse un reportage, une interview réalisée sur le FIC, le Forum sur la cybersécurité, à propos de cette industrie 4.0 qu'on attend toujours et qui a besoin de la 5G. Christophe Auberger, cybersécurité évangéliste chez Fortinet. Fortinet, c'est une entreprise historique presque du FIC. Vous êtes là tous les ans, proposez diverses solutions de sécurité. Je trouvais intéressant qu'on se retrouve devant cette démonstration de robots industriels. C'est vraiment un sujet de développement important, la cybersécurité dans l'industrie. La cybersécurité et la cybersécurité industrielle, c'est deux mondes différents en fait, avec des dimensions qui sont similaires, puisque les systèmes sont assez similaires, même s'ils sont utilisés de manière différente, et donc avec des risques qui sont importants, et d'autant plus importants dans le domaine industriel qu'on peut en plus mettre des vies en jeu, et qui sont des environnements qui sont différents dans leur utilisation. Aujourd'hui, quand une industrie achète un outil de production, elle va l'acheter pour 15, 20, 30 ans, 60 ans dans le nucléaire. On comprend bien qu'au niveau informatique, ça pose un problème, ne serait-ce que de gestion de vulnérabilité, d'évolution d'OS, etc. Et du coup, il y a une vraie problématique de cybersécurité dans ces environnements-là. Et les objets connectés sont souvent décriés pour leur absence de sécurité Absolument. Inhérente. Alors ça bouge au niveau de l'Europe. Il y a un projet aujourd'hui de régulation qui va imposer une sécurité minimum sur ces objets. Ça suffira ? Ça suffira pas ? La régulation a au moins le mérite d'exister. Ça va probablement améliorer les choses parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qui prévaut à la conception d'objets connectés, quels qu'ils soient, c'est la capacité d'en produire beaucoup et de les sortir rapidement, pas forcément la sécurisation. Donc cette notion de security by design, elle est assez absente, d'où l'importance des équipements et des approches de cybersécurité et de cyberdéfense qu'on va pouvoir mettre en place dans ces environnements-là, parce que la plupart des équipements sont dépourvus et pour certains, en fait, ils sont extrêmement simples. Et il ne sera pas possible d'aller mettre de la sécurité à l'intérieur. Je pense notamment à des roulements à billes connectés qui sont très très simples, qui remontent des infos. Et la sécurité, elle ne pourra pas être intrinsèquement dans l'équipement, mais dans la gestion des flux ou dans les systèmes qui vont centraliser les informations. Ça fait deux sujets parce qu'au FIC, on parle beaucoup du cloud, l'importance de basculer sur le cloud. Est-ce que le cloud s'est sécurisé ? Avec l'industrie, on n'est pas tellement sur une stratégie cloud. Non, c'est vrai que l'industrie aujourd'hui, l'adoption du cloud, elle se fait de manière très, très ralentie. Probablement qu'il y en a beaucoup qui n'iront pas, parce que aussi il n'y a pas forcément le besoin. La contrainte opérationnelle est différente de la partie IT, et le côté agilité, rapidité d'adaptation n'est pas forcément ce qui prévaut au niveau de l'outil de production en tout cas. Pour autant, vraiment proposer des nouvelles solutions vraiment adaptées à l'industrie. Oui, tout à fait. Alors adapté à deux niveaux. La première, c'est adapté physiquement. Puisqu'effectivement, on est dans un environnement avec des contraintes qui peuvent être lourdes. Donc ce sont des équipements spéciaux qui tournent sans ventilateur, qui ont des plages de fonctionnement en termes de température, de vibration et de choses comme ça très, très élevées. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ils sont adaptés au niveau de tout ce qui est recherche sur les menaces, toute la CTI, parce qu'effectivement, les attaques qui se jouent dans le monde industriel ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'IT. Les équipements ne sont pas les mêmes et du coup, on a une CTI qui est complètement adaptée à ce domaine-là. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Eh oui, le débat continue en plateau sur tous ces sujets. On va parler ensemble, Marie-Christine, vous les connaissez bien, les opérateurs télécoms, pour y avoir été. Vous êtes encore aux côtés du board de Free ? Non, je suis plus au board. Ah bah alors, bon, mais vous étiez il n'y a pas très longtemps. Du côté des revenus des opérateurs, là, ça se tend énormément. Quelle issue vous voyez pour eux ? Parce que c'est vrai qu'il y a les investissements dans la 5G, les investissements dans la fibre. Les prix, bon, ils les ont augmentés, sauf Free, mais on ne peut pas les augmenter non plus énormément. Alors je dirais que le fait que les revenus se tendent, c'est la tendance de l'histoire, ça devient normal, parce qu'on est en France à 93% de pénétration du haut débit et du très haut débit.
voilà, les gens peuvent pas prendre 2 abonnements par personne. Voilà, et la moyenne européenne est à 60%. Donc la France a été vraiment le champion quand même de la démocratisation de l'accès à Internet au débit. Et on a aujourd'hui plus d'abonnés fibre que d'abonnés au débit. Donc la fibre, il y a eu quand même une énorme démocratisation de la fibre. Alors on peut le voir pas encore dans toutes les régions de France, mais quand même de manière générale, on a fait un grand bond en avant sur la fibre. Vous savez combien est l'abonnement fibre aux États-Unis? Un abonnement moyen. Oh là, ça doit être très cher. 130 euros. J'allais dire $100, ouais. Ouais, et en France, on est autour de 30. Donc, voilà, donc le fait que les revenus ne vont plus croître indéfiniment, c'est un peu normal aussi. Il y avait eu aussi à un moment donné, pendant le confinement, une explosion de tous les revenus data, et explosion aussi tout ce qui était SMS, etc. Ça diminue un peu avec aussi toute l'utilisation. Alors pas des revenus data, du volume. Oui, volume data. Explosion du volume. Ouais. Explosion des revenus aussi SMS qui diminue aussi avec l'utilisation de toutes les messageries. Donc il va falloir être innovant pour trouver de nouveaux... Alors innovant, en Europe, on s'est dit tiens, on va faire payer les GAFA. pour participer justement davantage à l'occupation du réseau et aux investissements de nos réseaux en Europe. Ouais. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On est nos champions sont dans la commodité. Et cette commodité, comme partout, est utilisée. Nos champions payent des impôts pour pouvoir aider à fibrer le territoire. Ouais. Enfin, bon, voilà. Avant de les faire peut-être payer, qui payent déjà leurs impôts, ça serait bien. Bon, alors on peut enchaîner, mais très vite sur cette déclaration aussi de Jean-Noël Barrot qui dit qu'il faut trouver un nouvel accord entre l'État, les opérateurs, avec les collectivités pour terminer ce raccordement des Français au très haut débit, à la fibre optique. Il nous dit le plus important, c'est de franchir cette dernière marche de ce grand chantier de la fibre et de passer du raccordable au raccordé. Ça c'est clair, ça coûte très cher d'amener la fibre jusqu'au consommateur. Il faut tirer des lignes de fibre. Est-ce qu'on va y arriver? Mais faut-il le faire? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il faut trouver d'autres options? Ça existe, hein. SpaceX. Ah ben bravo. Je suis désolé, mais... dire les constellations satellitaires. Mais oui, alors OneWeb, pardon. Voilà. OneWeb, mais qui est encore un peu en retard, mais... Il faut arrêter de se dire j'ai une solution qui va servir 100% des problèmes. Enfin, je veux bien le dirigisme français, mais à un moment, il faut aussi. C'est-à-dire qu'il y a donc des foyers qui sont raccordables, mais qui ne souhaitent pas basculer. Je pense que quand les gens ont goûté à la fibre, à l'abonnement au début, ça s'est quand même énormément démocratisé. Tout le monde a envie d'avoir de la fibre. Ouais, Tout le monde a envie d'avoir des téléchargements plus rapides. Toutes les familles ont des adolescents qui jouent. Donc voilà. Ouais, mais quand on a un ADSL qui fonctionne bien aussi, on se dit bon. Alors parce que là, la question aussi, c'est la fin du cuivre. Ouais. On va tous être obligés de basculer vers. La question, c'est celle du maillage du territoire. Et il faut que le territoire soit maillé parce que tous les services administratifs dépendent de l'internet aujourd'hui. Donc il ne faut pas laisser sur le côté une partie de la population parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc que ce soit la 5G, que ce soit la fibre, il faut qu'il y ait une couverture. On n'a pas et en effet, je ne suis pas forcément d'accord. Des maisons isolées, les gars, ils se payent leur raccordement à l'eau potable. Ils se le payent. Oui. Enfin, à un moment, l'État, dans sa mission, il ne peut pas non plus servir 100% des intérêts particuliers. Bien sûr, mais je te rejoins sur le Starlink aussi. OneWeb. Et après, la question du prix de l'abonnement. Alors, Jean-Noël Barrot évoque la mise en place de tarifs sociaux. Par exemple, de débit minimum, d'une aide à l'installation quand les travaux justement sont vraiment trop onéreux. Donc on va suivre ça ensemble. Je voulais qu'on termine avec l'actu de Marie-Christine Levet et d'Edu Capital en particulier. Ah merci. Donc oui, on a annoncé hier, ça tombe bien que je sois là aujourd'hui, on a annoncé hier le closing de notre fonds 2 à 150 millions d'euros. Donc tel que félicitations. Notre objectif a été atteint et on est aujourd'hui donc le plus large fonds dédié à 2 piliers, le secteur de l'EdTech et le secteur du Future of Work. Et on est ravis puisque comme on l'a vu depuis ce matin, il y a tellement d'innovations qui arrivent en ce moment, qui vont aussi beaucoup disrupter le secteur de l'éducation. Et voilà, on pense que c'est vraiment le meilleur moment pour investir dans ces domaines. Un commentaire ? C'est vital pour nous. Ouais. L'Europe doit s'occuper de ses enfants. Donc bravo. J'ai quelques startups à te présenter. Bon, Lighton dans l'éducation. Mais pourquoi pas. Mais voilà, et ben voilà, ça y est. On passe le bac à la place des enfants. Les enveloppes sont réparties. Il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir. Ça pose des questions intéressantes, en tout cas. Tout à fait. Le futur, mais il faut vous parliez, c'est le futur de l'éducation. Merci beaucoup Marie-Christine Levet d'Edu Capital, Alain Staron d'Artifil, Yann Lechel de Sens Digital et Laurent Daudet de Lighton. À suivre, petite pause et ensuite on va parler du no-code dans la no-code ville.